Je m'appelle Claire, j'avais 27 ans et je travaillais de nuit comme préparatrice de commandes dans une zone industrielle à la périphérie de la ville. C'est pour raconter ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé à des gens que je connais que j'ai accepté de tenir ces pages, pour que vous sachiez qu'on peut basculer sans prévenir sur une route, sous la lueur d'un réverbère, derrière l'écran d'un message anodin. Avant d'entrer dans le récit, si vous aimez ce type d'histoire, restez jusqu'à la fin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains récits. Attention, certains passages évoquent des comportements menaçants et peuvent être éprouvants. La première nuit dont je me souviens clairement, c'était un lundi de novembre. Le froid me glaçait la nuque en sortant du hangar. L'odeur du diesel flottait encore sur mes gants. J'avais terminé à 2 heures du matin, la route devant moi était droite et humide, et le seul son était celui de mes pas qui écrasent des feuilles détrempées. Ma voiture était vieille, une compacte grise que je connaissais par cœur. J'allumai les phares, ils me paraissaient plus faibles que d'habitude, comme si la nuit en gardait dans ses plis plus qu'à l'accoutumée. En partant, j'avais repéré une voiture arrêtée à la station-service distante d'1 kilomètre. Elle était là depuis un moment, phare allumé, moteur en marche. J'ai pensé que quelqu'un pouvait être en panne. J'ai aussi pensé, stupidement, que je n'avais pas à m'en mêler. J'ai roulé. Après 300 mètres, la voiture se plaça derrière moi. Au départ, elle gardait une distance raisonnable. Puis, à l'arrêt d'un feu minuscule qui n'en était pas vraiment un, elle se rapprocha. J'ai senti ma respiration se contracter comme une corde qu'on tire. J'ai accéléré à la reprise. Les phares derrière moi restaient collés dans le rétroviseur. Leurs halos étaient trop immobiles pour être des véhicules circulant normalement. Je me suis dit que je me faisais des films. Je me suis persuadé que ma peur venait du froid et des mauvaises nouvelles qu'on lit parfois. J'ai pris la sortie qui devait me mener vers l'autoroute, et, comme par hasard, la voiture a pris la même sortie. J'ai commencé à vérifier mon téléphone. Mon pouls tambourinait dans mon cou. Mes doigts glissaient sur l'écran comme si la moindre hésitation allait trahir ma position. Aucun appel, aucun message. Les chiffres de vitesse sur le tableau de bord semblaient me regarder, moqueur. Quand je suis arrivé à la gare de péage d'une bretelle déserte, j'ai pensé à gagner la voie de service, à rallier un lieu fréquenté. Au moment où j'ai tourné, la voiture derrière moi m'a doublé à une vitesse qui n'était pas la sienne jusque-là, s'est mise en travers de ma trajectoire et a freiné brutalement devant moi. J'ai eu le temps de freiner à peine. Le capot voisinait le sien. Une porte s'est ouverte. Quelqu'un a crié mon prénom. Ma bouche s'est serrée. Dans ma tête, tout s'est réduit à une image. La silhouette d'un homme, une cagoule qui manque de tout, des gestes trop rapides pour être amicaux. Je suis reparti sans réfléchir. J'ai emprunté un petit chemin de traverse que je connaissais, des raccourcis que j'avais gardés comme des talismans depuis que je travaillais de nuit. La voiture m'a suivi, sans nécessité de perdre du temps à doubler. Il ne voulait pas rattraper la vitesse, il voulait me coincer. Mes mains sur le volant tremblaient. Je n'arrêtais pas de tourner la tête, de regarder derrière, comme si la solution allait se matérialiser dans le rétroviseur. Il y a eu ce moment précis où je me suis rendu compte que le conducteur n'était pas seul. 2 silhouettes, peut-être 3, silhouettes noires qui se découpaient contre la lueur des phares. J'ai pris la première ruelle disponible, une impasse, et j'ai coupé le contact. Je suis resté immobile, moteur arrêté, les écouteurs encore dans la poche, le monde devenu sourd. J'entendais seulement le frémissement du moteur de la voiture garée quelques mètres plus loin et mes propres pensées qui battaient la chamade. Je n'étais pas sûr de ce que je devais faire. Sortir de la voiture, crier, attendre, espérer que ce n'était qu'un malentendu. J'ai choisi l'appel. J'ai composé le numéro d'une amie qui habitait à 5 minutes. Sa voix à l'autre bout, encore en somnolé, m'a permis de garder la tête un peu droite. Je lui ai demandé de venir me chercher. Elle a dit qu'elle pouvait, mais qu'elle avait besoin d'un repère. Je lui ai dit où j'étais, en traînant la syllabe, de peur que je n'avais jamais exprimé au téléphone. La voiture est venue se garer à 10 mètres de la mienne. J'ai vu, à travers la vitre, un homme lever la main comme pour me saluer. Son mouvement était trop calculé pour être une coïncidence. J'ai senti la présence d'une menace qui n'était pas un accident de la route. C'était une volonté posée, presque méthodique. J'ai murmuré à ma copine que j'allais appeler la police. Ma voix tremblait, mais il fallait que je parle. En raccrochant, j'ai senti la main d'un type tapoter ma portière, très doucement, comme un doigt sur une vitre de cage. La fenêtre était verrouillée. Il a appuyé à nouveau. Il a dit mon prénom. Selon ce que j'ai appris plus tard, il avait vu ma carte grise ou mon badge dans la voiture. Il connaissait mon nom. Voilà ce que je n'avais pas pensé possible. L'homme appartenait à la voisine réalité des prédateurs. Il savait comment te trouver. J'ai appelé le commissariat. L'opératrice m'a demandé où exactement j'étais, si j'étais en danger immédiat. J'ai répondu d'une voix de plus en plus plate.
J'ai entendu son silence professionnel, la série de questions qui sonnent comme des cases à cocher. « Restez dans la voiture », m'a-t-elle conseillé. « Nous envoyons une patrouille », a-t-elle ajouté. Les minutes étaient dites en secondes. J'ai vu les phares bleus tourner au loin, puis s'approcher, comme si le monde revenait graduellement à sa géométrie habituelle. Les hommes autour de la voiture se sont figés quand les gyrophares ont peint les façades d'une lumière métallique. Ils ont redémarré, puis sont partis. Lorsque la police est venue, ils m'ont regardé d'une manière qui contenait à la fois la compassion et la suspicion. C'est ainsi, j'ai appris depuis, que l'on t'interroge quand on raconte une peur sans blessure visible. On te demande des détails, des preuves. Ils ont pris ma déposition, noté les descriptions, enregistré les alentours. Ils m'ont dit de rentrer chez moi avec eux jusqu'à ce que mon ami arrive. J'ai accepté. Dans les jours qui ont suivi, j'ai trouvé des poches de vérité qui me tenaient éveillé. Une trace de pneu sur le terre-plein à l'endroit où il s'était garé, un vieux reçu de station-service coincé sous un pare-choc, un message anonyme glissé sous l'essuie-glace de ma voiture pendant la nuit. Rien qui puisse condamner quelqu'un directement, mais assez pour que la réalité de l'événement s'enracine dans le concret. Ce n'était pas la seule histoire qui me trottait dans la tête. Quelques mois plus tard, ma collègue, Marcella, a vécu une autre obsession. Elle a pris un VTC en rentrant d'une soirée. Le trajet était court, 15 minutes, la vitre ambulée par la respiration nocturne de la ville. L'application indiquait qu'elle était en route. Mais quand elle a voulu payer, le téléphone du chauffeur a affiché un numéro différent du profil. Les chansons jouées sur le système semblaient anciennes, comme si le véhicule était un catalogue d'objets oubliés. On dit que lorsqu'on est guidé par l'attention aux détails, on repère les petites fissures. Marcella a senti une discordance étrange, un malaise qui n'était pas tout à fait effrayant mais profondément déplacé. Elle a demandé à faire un détour pour prendre un arrêt supplémentaire. Le chauffeur a dit oui. Il a ralenti à un rond-point désert, a pris une sortie qui n'était pas la sienne et, en changeant de voie, a laissé le monde extérieur se vider. Marcella s'est retrouvée dans un paysage d'enseignes éteintes, de façades closes, comme si la ville avait retenu son souffle. Elle a tenté d'ouvrir la portière, elle était verrouillée. Elle a prétexté un appel et a envoyé un message à une amie en indiquant le code d'urgence, celui appris sur les forums de sécurité. Le chauffeur lui a posé des questions innocentes, des phrases du genre « Vous allez bien? Vous êtes sûr de vouloir sortir ici ?» Sa voix était douce, sans agressivité, ce qui augmentait l'angoisse. L'absence de colère rend tout plus froid. Quand la voiture a enfin ralenti près d'une station lumineuse, Marcella a sauté. Elle a payé en courant, a rattrapé son souffle en pleurant sur un trottoir. Le chauffeur a disparu. Elle a raconté et la police a noté. Elle a changé ses habitudes, refusant désormais les courses la nuit. C'était une victoire minimale, mais une victoire. Ces deux histoires ont en commun des éléments. La lumière artificielle, phare, réverbère, lueur d'une station-service, et le téléphone, facteur de connexion, mais aussi de fragilité. On croit savoir quand on est en sécurité parce qu'on a des clés, parce qu'on a un numéro enregistré, parce qu'on peut appeler. Mais les détails qu'on néglige peuvent suffire à renverser une situation en une suite de décisions qui, mises bout à bout, créent un piège. Je pourrais continuer à énumérer des scènes, la maison dont la porte reste entr'ouverte, la silhouette qu'on croit imaginaire, un message intrusif la nuit, parce que la vérité est que la menace ne prend pas toujours la forme d'un acte brutal immédiatement visible. Souvent, elle se glisse par petites touches, un klaxon répété, une voiture qui ralentit à chaque feu, un nouveau contact sur un réseau social qui connaît trop vite des détails sur vous. C'est cette progression minime et implacable qui me hante le plus. Il y a une autre histoire, plus ancienne, qui me ramène à la plage. J'avais 20 ans et j'étais en week-end avec des amis. Nous avons bu, ri, laissé les heures se dissoudre dans le sable tiède. Sur le chemin du retour, nous avons croisé un van blanc, banal. À ce moment-là, les phares du van se sont braqués sur nous. La musique a monté à un volume qui était moins une fête que l'annonce d'une intention. Un des amis a demandé si nous avions besoin d'aide. Le conducteur a semblé trop aimable. Nous avons décliné et avons pris une route de campagne que nous connaissions. Le van nous a suivis. À l'os d'adrénaline, je me rappelle la sensation du sel sur mes lèvres et le goût amer de la peur. Nous avons accéléré, pris une voie plus éclairée et finalement le van a fait demi-tour. On s'est regardé. Personne ne nous a attaqués physiquement cette nuit-là, mais le souffle court et l'absence de certitude nous ont accompagnés pendant des semaines. Après ces événements, j'ai commencé à noter les détails. Les heures où j'étais la plus vulnérable, les objets que je pouvais emporter pour me sentir moins démuni, les routes à éviter. J'ai découvert, à force d'errer dans des forums, que tout le monde avait une anecdote,
Une voiture qui suit, un personnage qui apparaît à la fenêtre, un message intrusif la nuit, et que la plupart des institutions avaient des procédures mais manquaient parfois de sens humain réel dans l'instant. Ce que je retiens maintenant n'est pas une leçon de paranoïa, mais de vigilance mesurée. Il existe des signaux, une répétition dans le comportement d'autrui, des écarts entre ce qu'on voit et ce qu'on attend, un malaise intestinal qui devient un fil conducteur. Les porter à voix haute vous aide à les rendre visibles, à appeler quelqu'un, à choisir le réflexe qui peut vous sauver. Je me souviens encore de la façon dont la lumière des gyrophares a peint la carrosserie de ma voiture la nuit où j'ai appelé la police. La peinture scintillait, et pour un instant j'ai cru que cela suffirait à effacer ce qui venait de se passer. Au fond, ces marques de peur restent. Elles se logent dans des gestes, une vérification supplémentaire de la portière, une hésitation avant de répondre à un message, un détour qui prend la forme d'un rituel. Il y a eu des nuits pires, des nuits où la menace n'était pas une voiture mais un appartement qui paraissait occupé alors qu'il n'aurait pas dû l'être. Un matin, Julia, une amie, a trouvé une chaise tirée dans son couloir alors qu'elle vivait seule depuis des années. La porte était fermée, la clé tournée de l'intérieur la veille encore. Elle a senti un froid sous sa peau. Le message trouvé plus tard sur une note froissée ne contenait pas d'invective, seulement une phrase banale. « Je sais que tu es seul ». Ce genre de détail, insignifiant en apparence, vous met à nu sans gifle. Julia a choisi de partir chez sa sœur pendant plusieurs semaines. Elle a installé des verrous supplémentaires, des lumières qui s'allument automatiquement. Les mesures ne sont jamais parfaites, mais elles créent une distance. Je ne cherche pas à effrayer gratuitement. Mon but est de montrer comment ces incidents se construisent souvent à partir d'éléments banals. Un véhicule qui s'arrête, un message, une porte à moitié ouverte. Ils tissent une logique propre qui se termine parfois par une confrontation physique, parfois par une fuite, parfois par une plainte déposée et oubliée. Ce que je veux que vous reteniez, c'est la manière dont la peur s'insinue et la façon dont on peut la reconnaître avant qu'elle ne devienne ingérable. Je pourrais parler des nuits où je n'ai pas fermé l'œil pendant des semaines, de la surveillance compulsive de l'écran de mon téléphone, de la façon dont un simple bip pouvait me renvoyer des heures en arrière. Mais il faut aussi que je vous dise ceci. J'ai appris à appeler et à accepter qu'on me réponde. J'ai appris à dire les choses telles qu'elles sont, sans exagération, parce que c'est en répétant la vérité qu'on la rend tangible. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que la réalité prenne forme et que des gens interviennent. Quand j'écris cela, je sens encore la buée sur le pare-brise de cette nuit de novembre. Je revois l'ombre se lever contre la portière, le contact froid sur la tôle. Ces images ne s'effacent pas, elles se transforment en précaution. Et c'est probablement la raison pour laquelle je n'arrive pas à fermer les yeux quand j'entends la moindre histoire semblable. Parce que je sais à quel point il suffit d'un petit détail pour que tout bascule. Je vais maintenant vous raconter une autre scène, différente dans le décor mais semblable dans la mécanique du danger. Une histoire qui commence comme une plaisanterie sur un réseau social et qui finit par graffiter la tranquillité d'une jeune femme. Elle s'appelait Léa. La première fois que je l'ai remarquée, c'était parce qu'elle riait à haute voix d'un mème sur son fil. Son rire fendait la sieste du dimanche comme un oiseau trop pressé. C'était une plaisanterie légère, une photo retouchée, une légende qui tournait autour d'une histoire d'amour ratée et d'une brosse à dents laissée chez un ex. Elle l'a partagée en ajoutant un commentaire moqueur sur elle-même et quelques amis ont répondu par des émojis qui claquaient comme des petits drapeaux. Rien, à ce moment, n'annonçait la suite. Le glissement a été d'abord si fin qu'on aurait pu l'appeler maladresse. Un profil inconnu a répondu par un « haha » un peu trop emphatique. Puis, sur le fil de commentaires, quelqu'un a reposté la photo en la recadrant, en ajoutant une phrase qui mimait une confidence. « Je sais où tu ranges ta brosse à dents ». Les gens ont ri, certains ont liké, d'autres ont répliqué par des plaisanteries. Léa a mis un petit MDR ironique sans se fermer. Elle aimait vivre en ligne, partager des fragments de son quotidien, son café, la plante qu'elle essayait de sauver, la fenêtre qui donnait sur une cour pavée. C'était sa manière moderne d'exister, de tenir la main d'amis éparpillés. La première fois qu'elle m'en a parlé en vrai, elle l'a fait en souriant, comme pour tester mon attention. « Tu as vu ce commentaire bizarre ? C'est probablement un idiot. » Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une minuscule fissure, qui ne fermait pas le rire. Quelques jours plus tard, ce « probablement un idiot » s'est traduit par une série de messages privés. D'abord polis, des compliments, une tentative d'humour, une proposition de café. Puis des messages qui revenaient, qui ne demandaient pas de réponse, mais s'imposaient comme des empreintes sur une vitre. Je passe devant chez toi parfois. J'aime bien ton balcon. Pourquoi tu laisses la fenêtre ouverte? C'est dangereux la nuit, non? Elle m'a montré les captures d'écran, les pouces qui défilent, et j'ai vu l'alignement précis d'une obsession en devenir.
Ce qui est si pervers dans ces histoires, c'est la manière dont la banalité se fait complice. Un compliment, un message, un repost, un commentaire marrant. Tout cela peut sembler inoffensif quand on le regarde isolément. Mis bout à bout, cela compose une musique. Une nuit, Léa m'a envoyé une photo prise en hâte. Le mur de son immeuble, sur la porte d'entrée, portait une inscription au spray. Pas un tag artistique, rien d'illégalement esthétique, mais des mots écrits dans une pâte noire qui coulait encore. « Tu ne peux pas t'échapper ». La lettre U était inégale, comme si la main tremblait. L'odeur de la peinture était piquante sur la photo, on la sentait presque à travers l'écran. Elle a paniqué, évidemment. La copropriété a appelé une entreprise pour nettoyer. La gardienne a dit qu'elle connaissait un gars. Tout le monde a affiché la bonne volonté d'un tissu trop mince. La police est venue, a relevé les traces, a noté les images et m'a laissé l'impression, déjà familière, d'une réponse standard. Protocole, enregistrement, rappel à la prudence. Un officier a dit, en usant d'un ton censé rassurer, « Si ça s'aggrave, on réagit ». Mais pour Léa, l'acte avait déjà créé un espace nouveau dans sa vie, un angle d'ombre dont elle ne savait que faire. Elle a changé la serrure de son appartement, a posé une caméra factice dans l'entrée, a acheté des bandes adhésifs pour fermer la boîte aux lettres. Des gestes utilitaires qui ont le parfum amer de la résignation. Les voisins ont appelé. Certains ont proposé des mots de compassion, d'autres des regards qui fuyaient. Il y a une façon particulière, presque animale, dont le reste du monde s'arme de distance quand il est confronté à la violence d'autrui. La curiosité ponctuelle, le confort de la non-implication. Une voisine a raconté avoir vu, plus tôt dans la semaine, un jeune homme traîner près de la cour. Elle n'avait pas voulu s'impliquer, disait-elle, parce que on ne sait jamais. Ce « on ne sait jamais » sonne comme un code pour l'impuissance. Léa a reçu ensuite une photo. Pas de visage, seulement une prise de vue du bas de sa porte. Le seuil encore humide, la même effronterie que la peinture. « Je reviens demain ». Elle a effacé les messages, a bloqué le profil, a mis son compte en privé. Mais la main qui écrivait sur la porte avait déjà prouvé qu'on pouvait franchir l'écran. Son sommeil a commencé à se morceler. Parfois, elle restait éveillée à écouter la ville, comme si l'écoute seule pouvait prévenir l'éruption. D'autres fois, elle se levait au milieu de la nuit pour vérifier que toutes les lampes automatiques étaient bien déclenchées. Ces rituels sont devenus des balises. Chaque geste minuscule, répété, reconstruit une ligne de défense. J'ai vu Léa changer, non seulement ses mouvements, mais sa voix. Elle parlait plus bas au téléphone, elle évitait certains cafés, elle ne laissait plus la fenêtre ouverte le matin. Elle a commencé à refuser des invitations le soir, inventant des obligations de travail. Je ne sais pas si elle voulait protéger sa tranquillité ou cacher sa manière de trembler. Nous sommes allés marcher pour lui offrir un prétexte d'air. Elle me disait parfois « ce n'est pas rationnel ». Je répondais que la rationalité n'oppose pas toujours à la peur. Parfois elle la contient, lui donne un cadre. Mais Léa ne cherchait pas des cadres, elle voulait une certitude, une preuve que l'entité qui la suivait, qui la commentait, qui peignait ses murs était un humain identifiable, supprimable. La plupart du temps, la menace reste une silhouette sans nom. Ce qui m'a frappé, et ce qui rejoint tant d'histoires que j'ai collectées, c'est la façon dont la violence commence par la dépersonnalisation. Les messages évitent le prénom. Les phrases sont souvent générales, presque banales. « Je sais ce que tu fais ». Et pourtant, c'est dans cette généralité que le message mord. L'agresseur laisse un espace pour l'imagination, et la peur le remplit. Pour Léa, l'anonymat a fait office de miroir. Il lui renvoyait toutes les peurs qu'elle avait déjà, toutes les failles du quotidien qu'on peut exploiter. Elle se sentait observée là où elle ne l'avait jamais été. Nous avons envisagé des démarches plus formelles, porter plainte, aller au commissariat ensemble, parler à un avocat. Mais les procédures ont leur propre lenteur, et la lenteur, quand on est sous pression, équivaut parfois à l'inaction. J'ai vu Léa hésiter entre la colère et la honte. Porter plainte, c'est raconter encore une fois, devoir détailler ce qui nous dévore. Garder pour soi, c'est laisser la peur s'organiser en espace privé. Elle a choisi une solution hybride. Elle a parlé à une association qui accompagne les victimes de harcèlement en ligne. Ils l'ont aidée à rassembler les preuves, à archiver les messages, à signaler les contenus. La bureaucratie associative diffère de la bureaucratie policière. Elle apporte des gestes concrets, une liste d'actions, des personnes qui prennent la main quelques heures. Pour la première fois, Léa est sortie d'un isolement où tout semblait dépendre d'elle. Les conséquences n'ont pas disparu pour autant. La peinture sur la porte, une fois nettoyée, laissait une trace plus claire, l'ombre d'un cercle moins brillant, comme si le mur s'était souvenu du passage du spray. Elle me racontait comment elle passait devant son immeuble et s'arrêtait toujours un peu plus loin, comme si un ressort se tendait dans sa poitrine.
Elle disait aussi des choses plus inattendues, qu'il y avait, parfois, une fierté mal aiguillée dans le fait de résister. « Je refuse de vivre sous cette humiliation », m'a-t-elle dit un soir, serrant la tasse entre ses mains comme si la chaleur pouvait reformer ses doigts. Cette décision n'abolit pas la peur, elle l'inscrit dans une suite d'actes qui prétendent à la dignité. Il faut dire aussi que ces épisodes révèlent la fragilité des liens communautaires. Certaines personnes du quartier ont mis des notices dans l'ascenseur, ont offert du matériel d'éclairage, ou ont proposé de parler aux gardiens lors des rondes. D'autres ont choisi tout simplement de ne pas savoir. Il y a une leçon là. La solidarité est souvent ponctuelle, mais elle peut être décisive. Un voisin qui accepte d'ouvrir la porte quand on rentre le soir, un ami qui envoie un message à 3 heures du matin, tout cela compose un filet. Pour Léa, ces filets ont permis de tenir quelques jours de plus avant que la tension ne se déforme en panique. Et puis il y a ces petites victoires sans éclat. Elle a repris le chemin de sa boulangerie préférée le matin, elle a accepté un rendez-vous pour un café en terrasse. Ce sont des gestes qui n'effacent rien, mais qui reprennent la chronologie de sa vie. Elles m'ont appris que la résistance n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle se loge dans la répétition calme de gestes quotidiens. Le danger, lui, persiste, il guette les failles. Mais chaque retour à la normalité est une punition à l'obsession, une manière de dire que l'espace de vie n'appartient pas à l'usurpateur. Je pense souvent à la façon dont nous, qui observons ces trajectoires, pouvons mieux répondre. Laisser des traces, garder des preuves, appeler, nommer la peur à voix haute. Mais il y a aussi une part qui échappe aux listes pratiques, la manière dont ces événements creusent des sillons dans le temps intérieur. Léa a ri moins facilement pendant quelques mois. Elle a appris le calcul des risques, qui appeler, à quelle heure, quel voisin est davantage éveillé. Elle a appris à parler en phrases plus précises, à éviter l'imprécision qui alimente les moqueries anonymes. Tout cela construit une forme d'armure. Elle m'a dit un jour, en regardant le trottoir comme si l'asphalte pouvait lui répondre, « Je veux retrouver l'insouciance, mais je ne veux pas perdre ma lucidité. » C'est peut-être l'équilibre le plus difficile à réapprendre après une intrusion, savoir garder l'ouverture sans être naïf. Les graffitis cessent parfois d'eux-mêmes. D'autres fois, ils trouvent un relais dans des espaces plus sombres. Messages laissés sur des sacs, silhouettes qui rôdent à l'aube, appels non désirés. Le fil entre le virtuel et le réel est plus mince qu'on ne le croit, et c'est cette minceur qui rend la chute plus dangereuse. Pour Léa, comme pour d'autres, le plus important a été de comprendre qu'elle n'était pas isolée dans sa peur. Les récits que je recueille et que j'entends dessinent une cartographie de stratégies, d'échecs et de petites victoires. Ils m'ont appris à ne pas juger immédiatement la réaction de quelqu'un qui change ses habitudes. La faute n'est pas dans la faiblesse, mais dans la manière dont on peut se reconstruire. La nuit où je l'ai laissée rentrer seule chez elle après un dîner, elle s'est arrêtée devant sa porte, a posé la main sur le bois comme pour sentir sa solidité, puis a ri, une petite note fragile. « Je vais peindre quelque chose sur ce mur », a-t-elle dit à mi-voix, « quelque chose de joli. » C'était une promesse et peut-être une provocation. Avant de partir, elle a ajouté « Je refuse de laisser quelqu'un dicter mes déplacements ». J'ai senti à ce moment que la ligne entre la peur et le courage est plus ténue qu'on ne l'imagine, et qu'elle se trace parfois par des actes minuscules, presque ridicules face à l'ampleur du monde, mais essentiels pour qui doit retrouver sa place. Je pourrais raconter la suite, comment la communauté s'est organisée, comment la plainte a pris forme, comment Léa a réappris à dormir. Mais comme toutes ces histoires, elle n'est jamais entièrement close. Il y a une seconde couche, une autre nuisance qui peut apparaître à un coin d'écran ou dans le souffle d'une rue. Ce que je retiens encore et toujours, ce sont les détails, la peinture qui coule, le goût du café partagé, la main qui serre la tasse, et la manière dont l'un d'eux peut un jour réparer ce que l'autre a abîmé. Elle a peint. Ce n'était pas un grand geste théâtral, ni une fresque annoncée dans la presse du quartier. C'était Léa, un samedi matin, devant le mur qui avait été profané, un pot de peinture et un pinceau à la main, comme on tient une tasse trop chaude. J'étais là, parce qu'on finit toujours par être là quand quelqu'un remet en ordre un morceau de sa vie. Le soleil était bas, l'air un peu humide, et l'odeur de la peinture neuve se mêlait à celle du croissant que la boulangère lui avait tenu chaud pour le trajet. Elle a choisi des couleurs qui contrastaient naïvement avec l'ancienne violence des traits. Un bleu pâle, comme de l'eau, et un rose discret, presque un secret. Les formes étaient simples, vagues, une petite fleur stylisée, et chaque coup de pinceau avait l'air de remettre en place une carte qu'elle redessinait pour ne plus se perdre.
Les enfants du pâté de maison sont passés en riant, ont posé des questions, ont voulu aider. Un voisin, d'ordinaire réservé, est revenu avec un tabouret, puis avec une pelle, comme s'il voulait aussi dégager les débris de la rue. Bientôt, d'autres se sont approchés, non pas par héroïsme, mais par la force tranquille de celui qui refuse de céder à la peur. Peindre un mur n'a pas empêché les nuits de reprendre leur rôle d'interrogation. Mais chaque matin à la fenêtre, pour elle, le mur coloré devenait une petite victoire visible. Elle m'a dit, entre deux couches, qu'il y avait eu des messages sur son portable cette semaine-là. Des appels sans voix, des images anonymes transmises à l'aube. Elle a ri doucement en montrant l'écran. Je garde tout, je n'efface rien. C'était une façon de se réapproprier un pouvoir minuscule, celui de l'évidence. On garde, on archive, on dit aux autres, il y a une trace. La plainte a avancé, comme font les plaintes quand quelqu'un décide de ne pas laisser tomber. Les policiers du secteur, sobres, polis, ont pris des dépositions, ont demandé des dates et des heures, des noms de témoins. Il y a eu des constats, des photos en gros plan qui amplifient la laideur, mais stabilisent le dossier. Ils ont monté un plan de surveillance, plus discret qu'un apparat, plus humain que l'idée qu'on s'en fait. Ils ont conseillé des mesures pratiques, des numéros à enregistrer, des gestes à répéter. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais une traduction administrative de ce que la communauté vivait déjà. Entre ces gestes officiels et la peinture qui séchait, la vie continuait sur d'autres fronts. Léa a accepté une invitation à une exposition au centre culturel voisin. Le groupe de lecture du coin, 3 femmes et 2 hommes, lui a demandé d'ouvrir la soirée, non pas pour parler du mur, mais pour parler d'un roman qu'elle aimait. Elle est montée sur l'estrade, a dit quelques phrases hésitantes, puis a retrouvé sa voix dans la nourriture commune des mots. C'était étrange de la voir recommencer à habiter des espaces publics, à placer des histoires dans l'air. L'obsession, j'ai appris, ne tient pas en place. Elle se disperse quand on la nourrit d'autres objets. Pourtant, la violence ne disparaît pas parce qu'on la peint par-dessus. Quelqu'un a tagué une fois encore, pas sur le mural, mais plus loin, sur la façade d'une résidence voisine. La répétition, même limitée, réactive des souvenirs. Elle aiguise la vigilance et confirme que l'agression n'était pas un incident isolé. Cela a déclenché des conversations plus longues parmi nous. Faut-il impliquer la municipalité, demander des éclairages supplémentaires, organiser des patrouilles de voisins? Certains proposaient des mesures techniques, d'autres jetaient des regards qui cherchaient à protéger la vie privée autant que la sécurité. Il y avait cette question lancinante, jusqu'où accepter des compromis pour vivre sans peur? Dans ces débats, Léa restait étrangement pragmatique. Elle acceptait l'idée d'un système de voisins vigilants, mais refusait la dimension spectaculaire de la surveillance. « Je veux des yeux, pas des projecteurs », disait-elle. Elle voulait des présences, des gestes de fraternité, pas une exposition de sa vulnérabilité sur une place publique. Ce mot, vulnérabilité, revenait souvent, prononcé à mi-voix, comme si l'on nommant, on risquait de la fragiliser davantage. Et pourtant, paradoxalement, c'était par cette confession discrète que se tissaient des solidarités plus durables. Il y a eu aussi des actes moins visibles, mais tout aussi importants. Une voisine a ramené à Léa un rideau opaque pour la fenêtre du salon. Une autre lui a laissé un carnet pour noter les incidents, signe d'une confiance qui se traduit par des objets. Une jeune mère lui a proposé de rester quelques heures chez elle quand elle partait en voyage, comme si les vies se prenaient en charge l'une l'autre par petites mains. Ces gestes n'annulaient pas la peur, mais ils la frictionnaient jusqu'à la rendre moins rugueuse. La question juridique, elle, ronronnait au loin. Des témoignages ont été requis. Certains voisins, au début timides, ont accepté de témoigner. D'autres ont choisi la prudence, la peur d'être eux-mêmes ciblés. Ce refus de se porter partie prenante est une mécanique que l'on comprend mieux en la vivant. Soutenir quelqu'un signifie parfois s'exposer à la même tempête. Mais il est des gens qui, sans bruit, préfèrent arguer pour la prudence, garder leur porte close, leur nom hors des listes. Une nuit tard, j'ai croisé Léa qui revenait d'une réunion du conseil de quartier. Elle semblait fatiguée, mais il y avait dans son regard une autre lumière. Elle m'a parlé de décisions prises. Plus de lampes près des entrées, une plateforme de communication entre voisins pour partager alertes et informations, un simple groupe où l'on écrivait « vu » ou « tout calme », et la création d'une permanence de présence les vendredis soirs, quand la solitude d'une ville se fait plus lourde. Ce n'étaient pas des mesures techniques grandioses, mais des initiatives qui, si elles tenaient, promettaient de réduire les angles morts de la vie quotidienne. Je lui ai demandé si elle craignait que ces dispositifs deviennent eux-mêmes un fardeau, une raison de plus d'être sur le qui-vive. Elle a souri et ses lèvres ont tremblé un peu. Peut-être.
Mais la liberté que je veux n'est pas l'absence totale de peur, c'est le choix de mes peurs. Si je décide que je veux sortir le soir et que j'accepte quelques précautions, c'est déjà un pouvoir. La peinture sur le mur a tenu quelques semaines. Puis, des mains inconnues ont commencé à griffer la surface, des traces lentes qui semblaient vouloir dire « on peut atteindre ce que tu reconstruis ». Cette fois, la réponse a été différente. La communauté a organisé une soirée de réflexion collective. On est venu avec des brosses, des pots, des thermos de café. Il y avait des rires tendus, des silences, des conversations qui se déroulaient comme on recoudrait une déchirure. Le geste n'effaçait pas la blessure, il la rendait partagée. Partager, c'était, à mes yeux, le mot-clé. La violence isole, la solidarité recrée des fils. Ces fils ne sont pas étanches, ils laissent passer des peurs et de l'espoir. Ils ne garantissent rien, mais ils transforment une menace en une affaire collective. Et dans cette transformation, il y a peut-être la meilleure défense, montrer que les décisions privées peuvent être relayées par des présences publiques, que la peur d'un individu n'est plus une histoire atomisée, mais un objet que l'on manipule ensemble. Je l'ai vu un soir s'asseoir près du mur, une tasse entre les mains, regarder le quartier. Les lumières s'allumaient une à une. Elle m'a dit, sans tourner la tête, « J'apprends à me ménager des pauses, à respirer sans tout analyser. » Puis, elle a ajouté plus doucement, « Mais je sais aussi que je ne veux pas être celle qui se barre à la première alerte. » Ce mélange de détermination et de prudence continuait de la définir. Et, sans dramatiser, c'était peut-être la chose la plus courageuse qu'elle ait faite. La route n'était pas rectiligne. Les rechutes, une série d'appels anonymes, un tag isolé, revenaient comme des reflux. Mais à chaque fois, il y avait désormais une réponse, un message, une visite, une offre de café, un mot griffonné sur une feuille glissée sous la porte. Ces micro-réponses n'étaient pas des solutions magiques, elles étaient la traduction quotidienne d'une décision simple et tenace, ne pas laisser le monde d'un seul se refermer complètement. Les jours qui suivirent tendrent d'une lente mise en ordre, comme on raccommode un vêtement qu'on aime. Il y eut des rendez-vous formels, la police passa prendre des dépositions dans une salle claire de la mairie, un officier aux mains sûres et à la voix monotone consignait ce que chacun disait. Les formulaires s'empilaient, les heures d'attente creusaient un espace où l'on parlait à voix basse, échangeant y même détails, répétant ce qui s'était passé comme on répète une courte prière. Ceux qui avaient témoigné le firent avec une hésitation visible, parfois un menton levé, parfois la rage contenue dans une voix qui se voulait neutre. D'autres vinrent simplement pour soutenir, sans parler, comme pour prêter leurs épaules à la durée du dossier. Madame Dubois, la voisine de palier, qui depuis toujours gardait sa fenêtre grande ouverte l'été, participa. Elle entra dans la salle comme on entre dans une église familière, sûre de son droit à exister. Ses mots tremblaient parfois, mais elle dit ce qu'elle savait, précisément, en revenant sur des détails qui avaient échappé à d'autres. Une silhouette, la nuit du tag, le pas qui traînait, la lueur d'un téléphone peut-être, un rire coupé. Après, elle s'installa à l'entrée du bâtiment et offrit des cigarettes à ceux qui restaient, comme si cela rétablissait un code de camaraderie. Son geste si simple devint un talisman. La rumeur de ces démarches apaisa certains et en irrita d'autres. Il y eut des discussions, longues, parfois hachées, sur la pertinence des plaintes. « À quoi bon ?» murmura une femme dans l'ascenseur. « Quand l'agresseur revient jamais, on n'a rien. » D'autres, au contraire, se sentaient légitimés. Avoir nommé la violence par son nom en changeait déjà la relation qu'on entretenait avec elle. Nommer, cela signifiait moins d'omerta. Nommer, cela signifiait s'adresser à des institutions, à des règles qui, même imparfaites, proposaient un horizon de recours. Pendant ce temps, la vie quotidienne reprenait ses allées et ses retours. La permanence du vendredi soir trouva ses rythmes. Les premiers soirs, la présence collective avait ce parfum légèrement contraint des choses nouvelles. On se souriait comme on se sourit à la piscine, avec prudence. Puis les présences se firent naturelles. Un volontaire, Thomas, employé d'une petite librairie du quartier, venait avec une lampe frontale et une boisson chaude dans un thermos. Il connaissait les histoires des clients et savait les raconter sans les voler. Une autre, Nadia, âgée de 30 ans, amenait des pâtes et de la musique à faible volume. Ces gestes, simples, finirent par transformer la permanence en une sorte de balise. On ne criait pas victoire, mais on rappelait qu'on était encore plusieurs à tenir le même espace. Il y eut aussi des tensions, inévitables. L'effort collectif exigeait des compromis. Une voisine trouvait le groupe trop intrusif. Un autre se plaignait qu'on n'ait pas renforcé suffisamment la sécurité aux allées du jardin. On discuta, on négocia, on fit des tours d'horizon. À l'écart, Léa traitait ces petits conflits comme on désamorce des bombes à retardement.
Une phrase apaisante au bon moment, une proposition pour alléger la charge d'un bénévole surmené. Sa fatigue se lisait parfois sur ses épaules, mais c'était une fatigue rituelle, comme celle qu'on éprouve après avoir parlé longtemps à un ami en pleurant et riant à la fois. Un dimanche, la ville offrit un soleil bas qui rendait l'air croustillant. Les enfants des immeubles voisins se retrouvèrent autour du mur dont on avait refait la peinture. Ils couraient avec des pots d'eau, des balais, des chiffons, traitant la surface comme un territoire à reprendre. Un petit garçon, Émile, qui habitait juste en face, prit un pinceau et peignit un petit soleil orange dans un coin. Personne ne lui dit de le faire, personne ne lui dit de le laisser propre. Les adultes se regardèrent et sourirent. Ce soleil, mesquin et puissant, eut l'effet d'une permission. On pouvait encore créer, même là où l'on avait été attaqué. La justice, elle, avançait dans sa propre marche, faite de lenteurs administratives et d'instants solennels. Un procès-verbal fut transmis. On reçut la visite d'un enquêteur qui voulait recouper les témoignages. Il posa les mêmes questions, mais d'une manière différente. Pas seulement le quoi, mais le comment et le pourquoi apparut dans son discours. On comprit que plus la procédure avançait, plus l'affaire devenait, aux yeux des institutions, tangible. Pour certains, cela apporta un soulagement. Pour d'autres, cela fit ressurgir la crainte d'être traîné dans des démarches longues et vaines. Un soir, alors que je traversais la place, j'aperçus une silhouette que je ne connaissais pas. Un homme grand, un sac d'outils sur l'épaule, qui s'installa près du mur. Il posa une boîte de boulons, un rouleau, quelques chiffons. Sans un mot, il commença à polir une vieille plaque d'acier qui pendait là, vestige d'une pancarte arrachée lors d'une tempête. Les gestes étaient précis, lents. Quelques voisins s'approchèrent intrigués. Léa arriva, essoufflée, comme toujours, et dit simplement « Tu veux un verre ?» L'homme sourit, accepta, et bientôt on échangea des banalités qui prirent la douceur d'une fraternité. On apprit ensuite par Léa que l'homme s'appelait Malik. Il travaillait dans la maintenance d'immeubles et passait par là pour régler une fuite dans un sous-sol. Il n'était pas venu pour les incidents, il était venu pour son travail, et quelque chose le retint. Peut-être la lumière qui tombait, peut-être le son des enfants. Il resta la nuit à brosser l'acier. Le matin suivant, la plaque reluisante fut replacée, comme si l'on avait rendu au mur une identité oubliée. Ce matin-là, quelqu'un apporta du pain frais. Un autre, un pot de confiture. La journée se déroula avec ces offrandes minuscules qui, mises bout à bout, dessinaient une géographie de soins. Les appels anonymes, eux, continuèrent. Ils revenaient par intermittence, marquant la persistance d'une hostilité qui ne cessait pas avec les gestes de solidarité. Mais même ces reflux avaient perdu une part de leur pouvoir. Ils n'installaient plus la paralysie totale. On lisait les messages, on les montrait au groupe et puis on discutait. Ça vient d'où? Est-ce que c'est quelqu'un de connu? On allume les lampes ce soir? La réponse n'était plus d'emblée la fuite, elle était une décision prise en commun. Un soir, il y eut un incident qui aurait pu tout faire basculer. Une voiture passa trop lentement, les vitres teintées et la radio à peine audible. Elle fit le tour du pâté de maison, ralentit près d'une fenêtre, puis partit. La silhouette d'un homme fut brièvement visible, regardant en direction du mur. Quelqu'un cria, quelqu'un prit une photo avec son téléphone. Les cœurs se serrèrent. Le groupe se réunit, les visages s'assombrirent, la colère monta. Léa, sans crier, proposa un plan. Observer à distance, noter les horaires, prévenir la police si la voiture revenait. Ce fut, là encore, la traduction pratique d'une maxime qu'elle aimait répéter, choisir ses peurs. On acceptait la défiance, mais on la transformait en stratégie. La nuit suivante, la voiture revint. Cette fois, la permanence était prête. 3 personnes s'étaient placées en observation, sans provocation, sans confrontation. La voiture fit le tour, s'arrêta, klaxonna sans raison et repartit. Les visages des observateurs se détendirent. Un message fut envoyé au groupe du quartier. Tout calme, voiture repartie. Un autre voisin, que l'on n'avait guère remarqué jusque-là, confia qu'il avait noté la plaque et qu'il voulait la transmettre à l'enquêteur. Ces petites précautions, répétées, formaient le tissu d'une vigilance non panique. Ce que je remarquais, peut-être plus que tout, c'était la manière dont les peurs se redéployaient en actes de soin. On parlait moins de se barricader que de mettre des balises, de s'entraider pour rentrer à la nuit tombée, de vérifier si l'on avait des clés de secours pour un voisin âgé. L'attention devint la forme dominante de la protection. Et dans cette attention, il y avait une dignité retenue. On résistait sans s'exposer au spectacle du courage. Une fois, en marchant avec Léa, je lui demandais si elle sentait que tout cela finirait par guérir quelque chose de profond. Elle me regarda, les yeux sombres mais clairs, et dit «
Peut-être pas guérir, mais apprendre à vivre autrement avec la peur. Puis elle ajouta, presque comme une confidence, « Je veux rester ici. Si je pars, la rue perdra une histoire, et je veux que cette histoire soit autre chose qu'une peur continua. » Sa détermination n'était pas un éclat, c'était une construction patiente. Elle savait que la bataille la plus longue était celle de la banalité, d'apprendre à coexister à nouveau avec les petits plaisirs du quotidien. Les mois à venir promirent d'être faits de tales répétitions, les témoignages, les casiers, les nuits d'attente, les réponses collectives et les rechutes. Rien n'était réglé d'un coup. Mais la ville, avec ses blessures et ses ravaudages, apprenait une nouvelle manière d'habiter ses rues. Et à mesure que la vie reprenait ses œuvres minuscules, des courses, des réclamations, des rendez-vous de café, se tissait l'idée que la force n'était pas seulement dans la répression, mais dans la persistance douce de ceux qui refusent de se laisser réduire. Un matin d'hiver, après une semaine de pluie, les gosses vinrent peindre à nouveau. Ils avaient récupéré des pots vides et des couleurs explosives. Ils se mirent à couvrir les marques de griffures avec des formes naïves, des oiseaux, un vélo, une grande fleur bleue. Les adultes s'arrêtèrent, regardèrent, puis applaudirent comme on applaudit devant une chose qui répare sans bruit. Je restai un moment, immobile, à surveiller ces gestes. Le soleil, timide, traversa une trouée de nuages et posa un carré de lumière sur la peinture fraîche. Léa, à côté de moi, sourit et prit une profonde inspiration. « Ça, dit-elle, c'est notre contre-histoire. » Je ne sus pas répondre, je me contentais de garder la vision comme on conserve une carte qui pourra servir plus tard. Le monde n'avait pas disparu, les menaces n'avaient pas été effacées. Mais il y eut, dans la façon collective d'en répondre, une transformation qui laissait entrevoir d'autres possibles. Et cela, pour le moment, suffisait à tenir la nuit à distance.